vu que c'est une histoire un petit peu longue, je vais te la raconter en deux parties. La première, ce sera ce soir. Et ensuite, je te raconterai la partie suivante dimanche prochain. J'espère que ça va te plaire. Avant de commencer, oublie pas de vérifier que tu as bien activé tes réveils pour demain. Ce serait quand même dommage de commencer la semaine avec un problème de réveil. Et oublie pas non plus de désactiver la lecture automatique des vidéos. Je te laisse quelques instants pour vérifier tout ça. Ce chat, il a toujours adoré dormir sur mes livres ou sur le papier. Et quand j'étais en école d'art et que je dessinais, elle adorait venir dormir sur mes dessins et jouer avec le stylo quand je dessine. C'est mignon et en même temps super chiant. Voilà, comme ça je vais pas l'embêter trop. On va pouvoir commencer. Il s'agit donc de l'histoire de Sinbad le marin de Antoine Galland. Sous le règne du calife Haroun al-Rachid, il y avait à Bagdad un pauvre porteur qui se nommait Hindbad. Un jour, qu'il faisait une chaleur excessive, il portait une charde très pesante d'une extrémité de la ville à une autre. Comme il était fatigué du chemin qu'il avait déjà fait et qu'il lui en restait encore beaucoup à faire, il arriva dans une rue où régnait un doux zéphyr et dont le pavé était arrosé d'eau de rose. Ne pouvant désirer un vent plus favorable pour se reposer et prendre de nouvelles forces, il posa sa charge à terre et s'assit dessus auprès d'une grande et belle maison. Il se sut bientôt d'un très bon gré reposer et était bien content de s'être arrêté à cet endroit, car son odorat fut agréablement frappé d'un parfum exquis de bois d'aloe et de pastilles qui sortait par les fenêtres de cet hôtel et qui, se mêlant avec l'odeur de l'eau de rose, achevait d'embaumer l'air. Outre cela, il entendit en dedans un concert de divers instruments, accompagné de ramages harmonieux d'un grand nombre de rossignols et d'autres oiseaux particuliers au climat de Bagdad. Cette gracieuse mélodie et la fumée de plusieurs sortes de viandes qui se faisaient sentir lui firent juger qu'il y avait là quelques festins et qu'il s'en réjouissait. Il voulut savoir qui demeurait en cette maison qu'il ne connaissait pas bien, parce qu'il n'avait pas eu l'occasion de passer souvent par cette rue. Pour satisfaire sa curiosité, il s'approcha de quelques domestiques magnifiquement habillés qu'il vit à la porte et demanda à l'un d'entre eux comment s'appelait le maître de cette maison. « Et quoi ?» lui répondit le domestique. « Vous demeurez à Bagdad et vous ignorez que c'est la demeure du grand Sindbad, le marin, le fameux voyageur qui a parcouru toutes les mers, que le soleil
discours qu'il venait de tenir, il avait sujet de craindre que Sinbad ne l'envoyât chercher pour lui faire quelque mauvais traitement. C'est pourquoi il voulut s'excuser sur ce qu'il ne pouvait abandonner sa charge au milieu de la rue. Mais le valet de Sinbad l'assura qu'on y prendrait garde et le pressa tellement sur l'ordre dont il était chargé que le porteur fut obligé de se rendre à cette requête. Le valet l'introduisit dans une grande salle où il y avait un bon nombre de personnes autour d'une table couverte de toutes sortes de mets délicats. On voyait à la place d'honneur un personnage grave, bien fait et vénérable par une longue barbe blanche. Et derrière lui était debout une foule d'officiers et de domestiques, fort empressés à le servir. Ce personnage était évidemment Sinbad. Le porteur, dont le trouble augmenta à la vue de tant de monde et d'un festin si superbe, salua toute la compagnie en tremblant. Sinbad lui dit d'approcher, et après l'avoir fait asseoir à sa droite, il lui servit à manger lui-même et lui fit donner à boire d'un vin excellent dont le buffet était abondamment garni. Sur la fin du repas, Sinbad remarqua que les convives ne mangeaient plus et prit la parole. En s'adressant à Hindbad, qu'il traita de frère, selon la coutume des Arabes lorsqu'ils parlent familièrement, il lui demanda comment il se nommait et quelle était sa profession. « Seigneur, lui répondit-il, je m'appelle Hindbad. Je suis bien aise de vous voir, reprit Sinbad, et je vous réponds que la compagnie vous voit aussi avec du plaisir. Mais je souhaiterais apprendre de vous et que vous disiez tantôt dans la rue. Expliquez-moi votre point de vue. » Sinbad, avant de se mettre à table, avait entendu tout son discours par la fenêtre, et c'était ce qui lui avait été engagé à faire appeler Hindbad. À cette demande, Hindbad, plein de confusion, baissa la tête et repartit. « Seigneur, je vous avoue que ma lassitude m'avait mis en mauvaise humeur, et il m'a échappé quelques paroles indiscrètes que je vous supplie de me pardonner. »« Oh, mais ne croyez pas, reprit Sinbad, que je sois assez injuste pour en conserver du ressentiment. J'entre dans votre situation. Au lieu de vous reprocher vos murmures, je vous plains. Mais il faut que je vous tire d'une erreur où vous me paraissez être à mon égard. Vous imaginez sans doute que j'ai acquis sans peine et sans travail toutes les commodités et le repos dont vous voyez que je jouis. Mais désabusez-vous. Je suis parvenu à un état si heureux uniquement après avoir souffert durant plusieurs années tous les travaux du corps et de l'esprit que vous puissiez imaginer. Oui, Seigneur, ajouta-t-il en s'adressant à sa compagnie, je puis vous assurer que ces travaux sont si extraordinaires qu'ils sont capables d'ôter aux hommes les plus avides de richesses l'envie fatale de traverser les mers pour en acquérir le moindre parcelle. Vous n'avez peut-être entendu parler que confusément de mes étranges aventures et des dangers que j'ai courus sur les mers dans les 7 voyages que j'ai faits. Et, puisque l'occasion s'en présente, je vais vous en faire part avec la plus grande fidélité. Je crois que vous ne serez pas fâché d'entendre cela. Comme Sinbad voulait raconter son histoire, particulièrement à cause du porteur, avant de la commencer, il ordonna qu'on fît porter la charge qu'il avait laissée dans la rue, au lieu où Hindbad marqua qu'il souhaitait qu'elle fût portée. Et après cela, il commença. Récit du premier
je considérais encore que c'était la dernière et la plus déplorable de toutes les misères que d'être pauvre dans la vieillesse. Je me souvins de ces paroles du grand Salomon que j'avais autrefois ouï dire de mon père. Il est moins fâcheux d'être dans la tombe que dans la pauvreté. Frappé de toutes ces réflexions, je ramassai les débris de mon patrimoine et je vendis à l'encan en plein marché tout ce que j'avais comme meuble. Je me liai ensuite avec quelques marchands qui négociaient par mer. Je consultai ceux qui me parurent capables de me donner de bons conseils. Enfin, je résolus de faire profiter le peu d'argent qu'il me restait. Et, dès que j'eus pris cette résolution, je ne tardai guère à l'exécuter. Je me rendis d'abord à Balsora, où je m'embarquai avec plusieurs marchands sur un vaisseau que nous avions équipé en frais communs. Nous mîmes le voile et prîmes la route des Indes orientales par le golfe Persique, qui est formé par les côtes de l'Arabie, Heureuse à la droite et par celle de la Perse à la gauche, et dont la plus grande largeur est de 70 lieues, selon les opinions communes. Hors de ce golfe, la mer du Levant, la même que celle des Indes, est très spacieuse. Elle a d'un côté pour borne les côtes d'Abyssine et 4500 lieues de longueur jusqu'aux îles de Vakvak. Je fus d'abord incommandé de ce que l'on appelle le mal de mer. Mais ma santé se rétablit bientôt, et depuis ce temps-là, je n'ai jamais été aussi malade. Je n'ai jamais été point malade. Dans le cours de cette navigation, nous abordâmes à plusieurs îles et nous vendîmes ou échangeâmes nos marchandises. Un jour que nous étions à la voile, le calme nous prit et nous apercevîmes une petite île presque à fleur d'eau qui ressemblait à une prairie par sa verdure. Le capitaine fit plier les voiles et permit de prendre terre aux personnes de l'équipage qui voulurent y descendre. Je fus du nombre de ceux qui y débarquèrent, mais dans le temps que nous divertissions à boire et à manger et à nous délasser de la fatigue de la mer, l'île trembla tout d'un coup et nous donna une rude secousse. On s'aperçut du tremblement de l'île dans le vaisseau, d'où l'on nous cria de nous rembarquer promptement, que nous allions tous périr, que ce que nous prenions pour une île était en fait le dos d'une baleine. Les plus diligents se sauvèrent dans la chaloupe, d'autres se jetèrent à la nage. Pour moi, j'étais encore sur l'île, ou plutôt sur la baleine, lorsqu'elle se plongea dans la mer, et je n'eus que le temps de me prendre à une pièce de bois qu'on avait apportée du vaisseau pour faire du feu. Cependant, le capitaine, après avoir reçu sur son bord les gens qui étaient dans la chaloupe et recueilli quelques-uns de ceux qui nageaient, voulut profiter d'un vent frais et favorable qui s'était élevé. Il fit donc hisser les voiles et m'ôta par là l'espérance de regagner le vaisseau. Je me demeurai donc à la merci des flots, seul, poussé tantôt d'un côté et tantôt d'un autre. Je disputais contre ma vie tout le reste du jour et de la nuit suivante. Je n'avais plus la force le lendemain et je désespérais d'éviter la mort. Lorsqu'une vague me jeta heureusement contre une île, le rivage en était haut et escarpé, et j'aurais eu beaucoup de peine à y monter si quelques racines d'arbres
attira mon attention. Mais pendant que je le regardais, j'entendis la voix d'un homme qui parlait sous terre. Un moment après, cet homme parut, vint à moi et me demanda qui j'étais. Je lui racontai mon aventure, après quoi, me prenant par la main, il me fit entrer dans une grotte où il y avait d'autres personnes qui ne furent pas moins étonnées de me voir que je n'étais de les trouver là. Je mangeai de quelques mets qu'ils me présentèrent, puis, leur ayant demandé ce qu'ils faisaient dans un lieu qui me paraissait totalement désert, ils répondirent qu'ils étaient palefreniers du roi Mirage, souverain de cette île. Que chaque année, dans la même saison, ils avaient coutume d'y amener la cavale du roi, qu'ils attachaient, comme je venais de le voir, pour les faire couvrir par un cheval marin qui sortait de la mer. Que ce cheval marin, après les avoir couvertes, se mettait en état de les dévorer, mais qu'ils l'en empêchaient par leurs cris et l'obligeaient à rentrer dans la mer. Ainsi, les cavales étaient pleines, ils les ramenaient, et plusieurs mois plus tard, les chevaux qui en naissaient étaient destinés pour le roi et appelés chevaux marins. Ils ajoutèrent qu'ils devaient partir le lendemain et que si je fusse arrivé un jour plus tard, j'aurais péri infailliblement parce que les habitations étaient éloignées et qu'il m'eût été impossible d'y arriver sans guide. Tandis qu'il m'entretenait ainsi, le cheval marin sortit de la mer, comme s'il l'avait dit, se jeta sur la cavale, la couvrit et voulut ensuite la dévorer. Mais, au grand bruit que firent les palefreniers, il lâcha prise et alla se replonger dans la mer. Le lendemain, ils reprirent le chemin de la capitale de l'île avec les cavales, et je les accompagnai. À notre arrivée, le roi Mirage, à qui je fus présenté, me demanda qui j'étais et par quelle aventure je me trouvais dans cet état. Dès que j'eus pleinement satisfait sa curiosité, il me témoigna qu'il prenait beaucoup de part à mon malheur. En même temps, il ordonna qu'on eût soin de moi et que l'on me fournît toutes les choses dont j'avais besoin. Cela fut exécuté de manière que j'eus sujet de me louer de sa générosité et de l'exactitude de ses officiers. Comme j'étais marchand, je fréquentais les gens de ma profession. Je recherchais particulièrement ceux qui étaient étrangers, tant pour apprendre d'eux de nouvelles de Bagdad que pour en trouver quelqu'un avec qui je puisse y retourner. Car la capitale du roi Mirage est située sur le bord de la mer et a un beau port où il aborde tous les jours des vaisseaux de différents endroits du monde, tous plus magnifiques les uns que les autres. Je cherchais aussi la compagnie des savants des Indes et je prenais plaisir à les entendre parler. Mais cela ne m'empêchait pas de faire ma cour au roi très régulièrement, ni de m'entretenir avec des gouverneurs et des petits rois, ses tributaires, qui étaient auprès de sa personne. Il me faisait mille questions sur mon pays, et de mon côté, voulant m'instruire des mœurs et des lois de leur état, je leur demandais tout ce qui méritait ma curiosité. Il y a, sous la domination du roi Mirage, une
si tu as pu entendre, mais j'ai une de mes chats qui s'est réveillée. Et quand elle se réveille, qu'elle se rend compte qu'elle a dormi toute seule, elle miaule pour chercher quelqu'un avec qui dormir. Revenons à notre histoire. Je reconnus même le capitaine, mais comme j'étais persuadée qu'il me croyait mort, je l'abordai et lui demandai à qui appartenaient les ballots que je voyais. J'avais sur mon bord, me répondit-il, un marchand de Bagdad qui se nommait Sindbad. Un jour que nous étions près d'une île, à ce qu'il nous disparaissait, il mit pied à terre avec plusieurs passagers dans cette île prétendue, qui n'était autre qu'une baleine d'une grosseur énorme, qui s'était endormie à fleur d'eau. Elle ne se sentit pas plutôt échauffée par le feu qu'on avait allumé sur son dos pour faire de la cuisine, qu'elle commença à se mouvoir et à s'enfoncer dans la mer. La plupart des personnes qui étaient dessus se noyèrent, et le malheureux Sindbad fut de ceux-là. Ces ballots étaient à lui, et j'ai résolu de les négocier jusqu'à ce que je rencontre quelqu'un de sa famille à qui je puisse rendre le profit que j'aurais fait avec le principal. Capitaine, lui dis-je alors, je suis ce Sindbad que vous croyez mort et qui ne l'est pas comme vous pouvez le voir. Ces ballots sont les miens, c'est ma marchandise. Quand le capitaine du vaisseau m'entendit parler ainsi, il me dévisagea. « Grand Dieu !» s'écria-t-il. « Mais à qui se fier aujourd'hui ? Il n'y a plus de bonne foi parmi les hommes. J'ai vu de mes propres yeux périr Sindbad. Les passagers qui étaient à bord l'ont vu comme moi. Et vous osez dire que vous êtes Sindbad. Mais quelle audace ! À vous voir, il semble que vous soyez un homme de probité. Cependant, vous dites une horrible fausseté pour vous emparer d'un bien qui ne vous appartient pas. Donnez-vous patience, repartis-je. Donnez-vous patience, repartis-je au capitaine, et me faites la grâce d'écouter ce que j'ai à vous dire. Eh bien, reprit-il, que dites-vous ? Parlez, je vous écoute. Je lui racontai alors de quelle manière je m'étais sauvée et par quelle aventure j'avais rencontré les palefreniers du roi Mirage qui m'avaient amené à sa cour. Il se sentit ébranlé de mon discours, mais il fut bientôt persuadé que je n'étais pas un imposteur, car il arriva des gens de son navire qui me reconnurent et me firent de grands compliments, en me témoignant la joie qu'ils avaient de me revoir. Enfin, il me reconnut lui aussi, et en se jetant à mon cou, il dit « Que Dieu soit loué, que vous êtes heureusement échappé d'un si grand danger. Je ne puis assez vous marquer le plaisir que je ressens. Voilà votre bien, prenez-le, il est à vous, faites ce qu'il vous plaira. Pardonnez-moi de ne pas vous avoir reconnu. » Je le remerciai, et, pour le reconnaître, je le priai d'accepter quelques marchandises que je lui présentai. Mais il les refusa. Je choisis ce qu'il y a de plus précieux dans mes ballots, et j'en fis présent au roi Mirage. Comme ce prince savait la disgrâce qui m'était arrivée, il me demanda où j'avais pris des choses si rares. Je lui contai par quel hasard je venais de les recouvrer. Il eut alors la bonté de m'en témoigner de la joie. Il accepta mon présent et m'en fit beaucoup plus considérable. Après cela, j'ai pris congé de lui et je me suis rembarqué sur le même vaisseau. Mais, avant mon embarquement, j'ai changé les marchandises qu'il me restait contre d'autres du pays. J'emportai avec moi du bois d'aloe, de santal, du camphre, de la muscade, du clou de girofle, du poivre et du gingembre. Nous passâmes par plusieurs îles et nous abordâmes enfin à Balsora, d'où j'arrivai en cette ville avec la valeur d'environ
100 000 sequins. Ma famille me reçut et je la revis avec tous les transports que peut causer une amitié vive et sincère. J'achetai des esclaves de l'un et de l'autre sexe, de belles terres, et je fis construire une grosse maison. Ce fut ainsi que je m'établis, résolu d'oublier les maux que j'avais soufferts et de jouir enfin des plaisirs de la vie. Sindbad, s'étant arrêté à cet endroit, ordonna aux joueurs d'instruments de recommencer leur concert qu'ils avaient interrompu par le récit de son histoire. On continua jusqu'au soir de boire et de manger. Et, lorsqu'il fut temps de se retirer, Sindbad se fit apporter une bourse de 100 sequins et la donna au porteur. « Tenez, prenez, Hindbad, lui dit-il. Retournez chez vous et revenez demain entendre la suite de mes aventures. » Alors, le porteur se retira, fort confus de l'honneur et du présent qu'il venait de recevoir. Le récit qu'il en fit à son logis fut très agréable à sa femme et à ses enfants, qui ne manquèrent pas de remercier Dieu du bien de la providence que leur faisait par l'entreprise de Sindbad. Hindbad s'habilla le lendemain plus proprement que le jour précédent et retourna chez le voyageur libéral, qui le reçut d'un air riant et lui fit mille caresses. Dès que les conviés furent tous arrivés, on servit et l'on tint table fort longtemps. Le repas fini, Sindbad prit la parole et s'adressa à la compagnie. « Seigneur, dit-il, je vous prie de me donner audience et de vouloir bien écouter les aventures de mon second voyage. Elles sont plus dignes de votre attention que celles du premier, vous verrez. » Tout le monde garda le silence. Et alors, Sindbad parla en ces termes. Le second voyage de Sindbad le marin. J'avais résolu, après mon premier voyage, de passer tranquillement le reste de mes jours à Bagdad, comme j'eus l'honneur de vous le dire hier. Mais je ne fus pas longtemps sans m'ennuyer d'une vie oisive. L'envie de voyager et de négocier par la mer me reprit. J'achetai des marchandises propres à faire le trafic que je méditais, et je partis une seconde fois avec d'autres marchands dont la probité m'était connue. Nous nous embarquâmes sur un bon navire, et après nous être recommandés à Dieu, nous commençâmes notre navigation. Nous allions d'île en île, et nous y faisions des trocs fort avantageux. Un jour, nous descendîmes dans une de ces îles, couvertes de plusieurs sortes d'arbres fruitiers, mais si désertes que nous ne découvrîmes aucune habitation, ni même aucune personne. Nous allâmes prendre l'air dans les prairies et les longs ruisseaux qui les arrosaient.
sentir hors de raison. À la fin, je me résignais à la volonté de Dieu, et sans savoir ce que je deviendrais, je montais en haut d'un arbre, d'où je regardais de tous les côtés, si je ne découvrirais rien qui pût me donner quelques espérances. En jetant les yeux sur la mer, je ne vis que de l'eau et du ciel. Mais, ayant aperçu du côté de la terre quelque chose de blanc, je descendis de l'arbre et, avec ce qui me restait de vivre, je marchai vers cette blancheur, qui était si éloignée que je ne pouvais pas bien distinguer de quoi il s'agissait. Lorsque j'en fus à une distance raisonnable, je remarquai que c'était une boule blanche, d'une hauteur et d'une grosseur prodigieuse. Dès que j'en fus près, je la touchai et la trouvai fort douce. Je tournai aux alentours pour voir s'il n'y avait point d'ouverture, et je n'en pus découvrir aucune, et il me parut qu'il était impossible de monter dessus, tant elle était uniforme. Elle pouvait avoir au moins 50 pas en rondeur, ce qui est énorme. Le soleil alors était près de se coucher. L'air s'obscurcit tout à coup, comme s'il eût été couvert d'un nuage épais. Mais si je fus étonné de cette obscurité, je le fus bien davantage quand je m'aperçus que ce qui la causait était un oiseau d'une grandeur et d'une grosseur comme vous ne pouvez même pas imaginer, qui s'avançait de mon côté en volant. Je me souvins d'un oiseau appelé roc, dont j'avais souvent entendu parler aux matelots, et je conçus que la grosse poule que j'avais tant admirée devait sans doute être un œuf de cet oiseau. Et en effet, il s'abattit et se posa dessus comme pour le couver. En le voyant venir, je m'étais serré fort près de l'œuf, de sorte que j'eus devant moi un des pieds de l'oiseau. Ce pied était aussi gros qu'un gros tronc d'arbre. Je m'y attachai fortement avec la toile dont mon turban était environné, dans l'espérance que le roc, lorsqu'il reprendrait son vol le lendemain, m'emporterait hors de cette île déserte. Effectivement, après avoir passé la nuit dans cet état, dès qu'il fit jour, l'oiseau s'envola et m'emmena si haut que je ne voyais plus la terre. Puis, il descendit tout à coup avec tant de rapidité que je ne me sentais pas. Lorsque le roc fut posé et que je me vis à terre, je déliai promptement le nœud qui me tenait attaché à son pied. J'avais à peine achevé de me détacher qu'il donna du bec sur un serpent d'une longueur inouïe. Il le prit dans son bec et s'envola avec aussitôt. Le lieu où il me laissa était une vallée très profonde, environnée de toutes parts de montagnes, si hautes qu'elles se perdaient dans la nue, et tellement escarpées qu'il n'y avait aucun chemin par où l'on pût y monter. Ce fut un nouvel embarras pour moi, et comparant cet endroit à l'île déserte que je venais de quitter, je trouvai que je n'avais rien gagné au change. En marchant par cette vallée,
cause du roc, leur ennemi, et ils sortaient la nuit. Je passais la journée à me promener dans la vallée et à me reposer de temps en temps dans les endroits les plus commodes. Cependant, le soleil se coucha, et à l'entrée de la nuit, je me retirai dans une grotte où je jugeais que je puisse être en sûreté. J'en bouchai l'entrée, qui était basse et étroite, avec une pierre assez grosse pour me garantir des serpents, mais qui n'était pas assez juste pour empêcher qu'il n'y eût pas un petit peu de lumière qui entrât. Je soupais d'une partie de mes provisions au bruit des serpents qui commencèrent à disparaître, à apparaître. Leur affreux sifflement me causèrent une frayeur extrême et ne me permirent pas, comme vous pouvez le penser, de passer une nuit tranquille. Le jour étant venu, les serpents finirent par se retirer. Alors, je sortis de ma grotte en tremblant, et je puis dire que je marchai longtemps sur des diamants sans avoir la moindre envie. À la fin, je m'assis, et malgré l'inquiétude dont j'étais agitée, comme je n'avais pas fermé l'œil de toute la nuit, je m'endormis après avoir fait encore un repas de mes provisions. Mais j'étais à peine assoupie que quelque chose qui tomba près de moi avec grand bruit me réveilla. C'était une grosse pièce de viande fraîche, et dans le moment, j'en vis rouler plusieurs autres du rocher en différents endroits. J'avais toujours tenu pour un conte fait à plaisir ce que j'avais entendu dire plusieurs fois à des matelots et à d'autres personnes touchant la vallée des diamants, et l'adresse dont se servaient quelques marchands pour en tirer ces pierres précieuses. Je connus bien qu'ils m'avaient dit la vérité. En effet, ces marchands se rendent auprès de cette vallée dans le temps que les aigles ont des petits. Ils découpent de la viande et la jettent par grosses pièces dans la vallée. Les diamants sur la pointe desquels elles tombent s'y attachent. Les aigles, qui sont, en ce pays-là, plus forts qu'ailleurs, vous vous en doutez, vont fondre sur ces pièces de viande en les emportant dans leur nid, en haut du rocher, pour servir de pâture à leurs petits. Alors, les marchands courent sur le nid, obligent par leurs cris les aigles à s'éloigner et prennent les diamants qu'ils trouvent attachés aux pièces de viande. Ils se servent de cette ruse parce qu'il n'y a pas d'autre moyen de tirer les diamants de cette vallée, qui est un précipice dans lequel on ne saurait descendre. J'avais cru jusque-là qu'il ne me serait pas possible de sortir de cet abîme, que je regardais comme mon tombeau. Mais je changeai alors de sentiment, et ce que je venais de voir me donna lieu d'imaginer le moyen de conserver ma vie. Je commençai par amasser le plus gros diamant qui se présentèrent à mes yeux, et j'en remplis le sac de cuir qui m'avait servi à mettre mes provisions. Je pris ensuite la pièce de viande qui me parut la plus longue. Je l'attachai fortement autour de moi avec la toile de mon turban, et, en cet état, je me couchai le ventre contre terre, la bourse de cuir attachée à la ceinture, de manière à ce qu'elle ne puisse tomber. Je ne pus pas plus tôt dans cette situation que les aigles vinrent, chacun, se saisir d'une pièce de viande qu'ils emportèrent, et un des plus puissants, m'ayant enlevé de même avec le morceau de viande dont j'étais enveloppé, me porta au haut de la montagne, jusque dans son nid. Les marchands me manquèrent point alors de crier pour épouvanter les aigles, et lorsqu'ils les eurent obligés à quitter leur bois, un d'entre eux s'approcha de moi, mais il fut saisi de crainte quand il m'aperçut. Il se rassura pourtant, et au lieu de s'informer
aventure je me trouvais là, il commença à me quereller en me demandant pourquoi je lui ravissais ses biens. « Vous me parlez, lui dis-je, avec plus d'humanité lorsque vous m'aurez mieux connu. Consolez-vous, ajoutai-je, j'ai des diamants pour vous, et pour moi, plus que n'en peut avoir tous les autres marchands ensemble. S'ils en ont, ce n'est que par hasard, mais j'ai choisi moi-même, au fond de la vallée, ce que j'apporte dans cette bourse que vous voyez. » En disant cela, je la lui montrai. Je n'avais pas achevé de parler que les autres marchands qui m'aperçurent s'accroupirent autour de moi, fort étonnés de me voir, et j'augmentai leur surprise par le récit de mon histoire. Ils n'admirent pas le stratagème que j'avais imaginé pour me sauver que par la hardiesse à le tenter. Ils m'emmenèrent au logement où ils demeuraient tous ensemble, et là, ayant ouvert ma bourse en leur présence, la grosseur de mes diamants les surprit, et ils m'avouèrent que, dans tous les cours où ils avaient été, ils n'en avaient pas vu un qui s'en approchât. Je priai le marchand à qui appartenait le nid où j'avais été transportée, car chaque marchand avait le sien, d'en choisir pour sa part autant qu'il en voudrait. Il se contenta d'en prendre un seul. Encore le prit-il des moins gros. Et comme je le pressais d'en recevoir d'autres, sans craindre de me faire du tort. « Non, me dit-il, je suis fort satisfait de celui-ci. Il est assez précieux pour m'épargner la peine de faire désormais d'autres voyages pour l'établissement de ma petite fortune. » Je passai la nuit avec ces marchands à qui je racontai une seconde fois mon histoire. Pour la satisfaction de ceux qui ne l'avaient pas entendue, je ne pouvais modérer ma joie quand je faisais réflexion que j'étais hors des périls dont je vous ai parlé auparavant. Il me semblait que l'état où je me trouvais était un songe, et je pouvais croire que je n'eus plus rien à craindre. Il y avait déjà plusieurs jours que les marchands jetaient des pièces de viande dans la vallée, et comme chacun paraissait content des diamants qui lui avaient été déchus, nous partîmes le lendemain tous ensemble, et nous marchâmes par de hautes montagnes où il y avait des serpents d'une longueur prodigieuse, que nous eûmes beaucoup de bonheur à éviter. Nous gagnâmes le premier port, où nous passâmes à l'île de Roi, où croît l'arbre dont on tire le camphre, et qui est si gros et si touffu que sans hommes ils peuvent être à l'ombre aisément. Le suc dont se forme le camphre coule par une ouverture que l'on ait fait au haut de l'arbre, et se reçoit dans la vase où il prend consistance et devient ce qu'on appelle le camphre. Le suc ainsi tiré, l'arbre sèche et meurt. Il y a dans la même île des rhinocéros, qui sont des animaux plus petits que l'éléphant et plus grands que le buffle. Ils ont une corne sur le nez, longue d'environ une coudée. Cette corne est solide et coupée par le milieu d'une extrémité à l'autre. On voit dessus des traits blancs qui représentent la figure d'un homme. Le rhinocéros se bat avec l'éléphant, le perce de sa corne par-dessous le ventre, l'enlève et le porte sur sa tête. Mais comme le sang et la graisse de l'éléphant lui coulent sur les yeux et l'aveugle, il tombe par terre, et ce qui va vous étonner, le roc vient, les enlève tous deux entre ses griffes, et les emporte pour nourrir ses petits. Je passe sous silence plusieurs autres particularités de cette île, de peur de vous ennuyer.
et je jouis honorablement du reste de mes immenses richesses que j'avais apportées et gagnées avec tant de fatigue. Ce fut ainsi que Sinbad raconta ce second voyage. Il fit encore donner 100 sequins à Hindbad, qui l'invita à venir le lendemain entendre le récit du troisième voyage. Les conviés retournèrent chez eux et revinrent le jour suivant à la même heure, de même que le porteur, qui avait déjà presque oublié sa misère passée. On se mit à table, et après le repas, Sinbad, ayant demandé audience, fit de cette sorte le détail de son troisième voyage. Troisième voyage de Sinbad le marin. Je suis bientôt perdu, dit-il, dans les douceurs de la vie que je menais, le souvenir des dangers que j'avais courus dans mes 2 premiers voyages. Mais, comme j'étais à fleur de mon âge, je m'ennuyais de vivre dans le repos et, m'étourdissant sur les nouveaux périls que je voulais affronter, je partis de Bagdad avec de riches marchandises du pays que je fis transporter à Balsora. Là, je m'embarquai encore avec d'autres marchands. Nous fîmes une longue navigation et nous abordâmes à plusieurs ports où nous fîmes un commerce considérable. Un jour, que nous étions en pleine mer, nous fûmes battus d'une tempête horrible qui nous fit perdre toute notre route. Elle continua plusieurs jours et nous poussa devant le bord d'une île où le capitaine aurait fort souhaité de se dispenser d'entrer. Mais nous fûmes obligés d'y mouiller. Lorsque l'on eut plié les voiles, le capitaine nous dit: « Cette île et quelque chose autre voisine sont empiétées par des sauvages tout velus qui vont venir nous assaillir. Quoique ce soit des nains, notre malheur veut que nous ne fassions pas la moindre résistance, parce qu'ils sont en bien plus grand nombre que les sauterelles, et que, s'il nous arrivait d'en tuer quelques-uns, ils se jetteraient tous sur nous et nous assommeraient. » Le discours du capitaine mit tout l'équipage dans une grande consternation, et nous connûmes bientôt que ce qu'il venait de nous dire n'était que trop véritable. Nous vîmes paraître une multitude innombrable de sauvages hideux, couverts par tout le corps d'un poil roux et de haut seulement de 2 pieds. Ils se jetèrent à la nage et environnèrent en peu de temps notre vaisseau. Ils nous parlaient en approchant, mais nous n'entendions pas leur langage. Ils se prirent au port et au cordage du navire et grimpèrent de tous côtés jusqu'au tillac, avec une si grande agilité et avec tant de vitesse qu'il ne paraissait pas qu'ils posassent leurs pieds. Nous leur vîmes faire cette manœuvre avec la frayeur que vous pouvez imaginer, sans oser nous mettre en défense, ni leur dire un seul mot pour tâcher de les détourner de leur dessein, que nous soupçonnions d'être funeste. Effectivement, ils déplièrent les voiles, coupèrent le câble de l'ancre sans se donner la peine de la retirer, et, après avoir fait approcher la terre le vaisseau, ils nous firent tous débarquer. Ils emmenèrent ensuite le navire dans une autre île, d'où ils étaient venus. Tous les voyageurs évitaient avec soin
aperçûmes assez loin de nous un grand édifice vers lequel nous tournâmes nos pas. C'était un palais bien bâti et fort élevé, qui avait une porte d'ébène à 2 battants, que nous ouvrîmes en la poussant. Nous entrâmes alors dans la cour, où nous vîmes en face un vaste appartement avec un vestibule, où il y avait d'un côté un monceau d'ossements humains et de l'autre une infinité de broches à rôtir. Nous tremblâmes de ce spectacle, et comme nous étions fatigués d'avoir marché, les jambes nous manquèrent. Nous tombâmes à terre, saisis d'une frayeur mortelle, et nous y demeurâmes très longtemps immobiles. Le soleil se couchait, et tandis que nous étions dans l'état pitoyable que je viens de vous dire, la porte de l'appartement s'ouvrit avec beaucoup de bruit. Et aussitôt, nous en vîmes sortir une figure horrible d'homme noir de la hauteur d'un grand palmier. Il avait au milieu du front un seul œil, rouge et ardent comme un charbon allumé. Les dents de devant, qui avaient fort longues et fort aiguës, lui sortaient de la bouche, qui n'était pas moins fendue que celle d'un cheval. Les lèvres inférieures lui descendaient jusqu'à la poitrine. Ses oreilles ressemblaient à celles d'un éléphant et lui couvraient les épaules. Il avait les ongles crochus et longs comme des griffes de plus de grands oiseaux. À la vue d'un géant si effroyable, nous perdîmes toute connaissance et demeurâmes là comme morts. À la fin, nous revîmes à nous et nous le vîmes assis sous le vestibule qui nous examinait de tout son œil. Quand il nous eut bien considérés, il s'avança vers nous et s'étant approché, il étendit la main sur moi, me prit par la nuque du cou et me tourna de tous les côtés, comme un boucher qui manie une tête de mouton. Après m'avoir bien regardé, voyant que j'étais si maigre que je n'avais que la peau sur les os, il me lâcha. Il prit les autres tour à tour, les examina de la même manière, et comme le capitaine était le plus gras de tout l'équipage, il le tint d'une main, ainsi que j'aurais pu tenir un moineau, et il lui passa une broche au travers du corps. Ayant ensuite allumé un grand feu, il le fit rôtir et le mangea à son souper dans l'appartement où il s'était retiré. Ce repas achevé, il revint sous le vestibule où il se coucha et s'endormit en ronflant d'une manière plus bruyante que le tonnerre. Son sommeil dura jusqu'au lendemain matin. Pour nous, il ne fut pas possible de goûter la douceur du repos, et nous passâmes la nuit dans la plus cruelle inquiétude dont on puisse être agité. Le jour étant venu, le géant se réveilla et se leva. Il sortit et nous laissa dans le palais. Lorsque nous le crûmes éloigné, nous rompîmes le triste silence que nous avions gardé toute la nuit, et, nous affligeant tous comme à l'envie l'un de l'autre, nous fîmes retentir le palais de plaintes et de gémissements. Quoique nous fussions en assez grand nombre et que nous n'eussions qu'un seul ennemi, nous n'eûmes pas d'abord la pensée de nous délivrer de lui par la mort. Cette entreprise, bien que fort difficile à exécuter, était pourtant celle que nous devions naturellement former. Nous délibérâmes sur plusieurs autres partis, mais nous ne nous déterminâmes à aucun, et, nous soumettant à ce qui plairait à Dieu d'ordonner de notre sort, nous passâmes la journée à parcourir l'île en nous nourrissant de fruits et de plantes, comme le jour précédent. Sur le soir, nous cherchâmes quelques endroits pour nous mettre à couvert, mais nous n'en trouvâmes
si funeste. Comme il m'était venu dans l'esprit un jour, je le communiquai à mes camarades et ils approuvèrent ce projet. Mes frères, leur dis-je, alors vous savez qu'il y a beaucoup de bois le long de la mer. Si vous m'en croyez, construisons plusieurs radeaux qui puissent nous porter, et lorsqu'ils seront achevés, nous les laisserons sur la côte jusqu'à ce que nous jugions à propos de nous en servir. Cependant, nous exécuterons le dessein que je vous ai proposé pour nous délivrer du géant. S'il réussit, nous pourrons attendre ici avec patience qu'il passe quelques vaisseaux qui nous retirent sur cette île fatale. Si au contraire, nous manquons notre coup, nous gagnerons promptement nos radeaux et nous nous mettrons à la mer. J'avoue, quand nous exposons à la fureur des flots sur de si fragiles bâtiments, nous courons risque de perdre la vie. Mais, quand nous devrions périr, n'est-il pas plus doux de nous laisser ensevelir dans la mer, plutôt que dans les entrailles de ce monstre qui a déjà dévoré 2 de nos compagnons? Mon avis fut goûté de tout le monde, et, alors, nous construisîmes des radeaux capables de porter 3 personnes chacun. Nous retournâmes au palais vers la fin du jour, et le géant y arriva peu de temps après nous. Il fallut encore nous résoudre à voir rôtir un de nos camarades. Mais, enfin, voici de quelle manière nous nous vengeâmes de la cruauté du géant. Après qu'il eut achevé son détestable souper, il se coucha sur le dos et s'endormit. Dès que nous l'entendîmes ronfler, selon sa coutume, 9 des plus hardis d'entre nous et moi, nous prîmes chacun une broche, nous en mîmes la pointe dans le feu pour la faire rougir, et ensuite nous la lui enfonçâmes dans l'œil en même temps, et nous lui crevâmes. La douleur que sentit le géant lui fit pousser un cri effroyable. Il se leva brusquement et s'étendit les mains de tous les côtés pour se saisir de quelqu'un de nous, afin de le sacrifier à sa rage. Mais nous eûmes le temps de nous éloigner de lui et de jeter contre terre, dans les endroits où il ne pouvait pas nous rencontrer de ses pieds. Après nous avoir cherché vainement, il trouva la porte à tâtons et sortit avec des hurlements épouvantables. Nous sortîmes du palais après le géant et nous nous rendîmes au bord de la mer, dans l'endroit où étaient nos radeaux. Nous les mîmes d'abord à l'eau et nous attendîmes qu'il fît jour pour nous jeter dessus. Supposez que nous vissions le géant venir à nous avec quelques quittes de son espèce. Mais nous nous flattions que, s'il ne paraissait pas lorsque le soleil serait levé, et si nous n'entendions plus ses hurlements, ce serait une marque qu'il aurait perdu la vie. Et, en ce cas, nous nous proposions de rester dans l'île et de ne pas risquer sur nos bateaux. Mais à peine fut-il jour que nous aperçûmes notre cruel ennemi, accompagné de 2 géants à peu près de sa grandeur, qui le conduisaient, et d'un assez grand nombre d'autres encore qui marchaient devant lui à pas précipités. À cette vue, nous nous balançâmes point à nous jeter sur nos radeaux, et nous commençâmes à nous éloigner du rivage à force de rames. Les géants qui s'en aperçurent se munirent de grosses pièces, accoururent sur la rive, entrèrent même dans l'eau jusqu'à la moitié du corps, et nous les jetèrent si adroitement qu'à la réserve du radeau sur lequel j'étais, tous les autres furent brisés, et les hommes qui étaient dessus finirent par se noyer. Pour moi et mes 2 compagnons, comme nous ramions de toutes nos forces, nous nous trouvâmes les plus avancés dans la mer et hors de portée des pierres. Quand nous fûmes en pleine mer, nous devîmes le jouet du vent et des flots qui nous jetaient tantôt d'un côté et tantôt de l'autre. Et
sommes ce jour-là et la nuit suivante dans une cruelle incertitude de notre destinée. Mais le lendemain, nous eûmes le bonheur d'être poussés contre une île où nous nous sauvâmes avec bien de joie. Nous y trouvâmes d'excellents fruits qui nous furent d'un grand secours pour réparer les forces que nous avions perdues. Sur le soir, nous nous endormîmes sur le bord de la mer, mais nous fûmes éveillés par le bruit d'un serpent, long comme un palmier, faisant de ses écailles en rampant sur la terre. Il se trouva si près de nous qu'il engloutit un de mes deux camarades, malgré les cris et les efforts qu'il put faire pour se débarrasser du serpent. Nous entendîmes quelque temps après un bruit qui nous fit juger que le serpent rendait les os du malheureux qui l'avait surpris. En effet, nous les vîmes le lendemain avec horreur. « Ô Dieu !» m'écriai-je, « à quoi nous sommes-nous exposés ? Nous nous réjouissons d'hier d'avoir dérobé nos vies à la cruauté d'un géant et à la fureur des eaux, et nous voilà tombés dans un péril qui n'est pas moins terrible. » Nous remarquâmes, en nous promenant, un gros arbre fort haut sur lequel nous projetâmes de passer la nuit suivante pour nous mettre en sûreté. Nous mangeâmes encore des fruits comme le jour précédent, et à la fin du jour, nous montâmes sur l'arbre. Nous entendîmes bientôt le serpent qui vint en sifflant jusqu'au pied de l'arbre où nous étions. Il s'éleva contre le tronc et rencontrant mon camarade, qui était plus bas que moi, il l'engloutit tout d'un coup et se retira. Je demeurai alors là, seul, sur l'arbre, jusqu'au jour. Et alors, j'en descendis plus mort que vif. Effectivement, je ne pouvais attendre un autre sort que celui de mes deux compagnons. Et cette pensée me se faisait frémir d'horreur. Je fis quelques pas pour aller me jeter dans la mer. Mais, comme il est tout de vivre le plus longtemps qu'on peut, je résistai à ce mouvement de désespoir et me soumis à la volonté de Dieu. Je ne laissai pas toutefois amasser une grande quantité de bois. De ronces et d'épines sèches. J'en fis plusieurs fagots que je liai ensemble. Après en avoir fait un grand cercle autour de l'arbre, et j'en liai quelques-uns en travers par-dessus pour me couvrir la tête. Cela étant fait, je m'enfermai dans ce cercle à l'entrée de la nuit, avec la triste consolation de n'avoir rien négligé pour me garantir du cruel sort qui me menaçait. Le serpent ne manqua pas de revenir et de tourner autour de l'arbre, cherchant à me dévorer. Mais il n'y put y réussir à cause du rempart que j'allais fabriquer. Et il fit enfin jusqu'au jour le manège d'un chat qui assiège une souris dans un asile qu'il ne peut forcer. Enfin, le jour étant venu, il se retira. Mais je n'osais sortir de mon fort avant que le soleil ne parût. Je me trouvais si fatigué du travail qu'il m'avait donné, j'avais tant souffert de son haleine empestée, que la mort me paraissait préférable à cette horreur. Je m'éloignai de l'arbre, et sans me souvenir de la résignation où j'étais le jour précédent, je courus vers la mer, dans le dessein de m'y précipiter la tête la première. Au moment où j'allais me jeter dans la mer, j'aperçus un navire assez éloigné du rivage. Je criai de toutes les forces pour me faire entendre, et je dépliai la toile de mon turban pour qu'on me remarque. Cela ne fut pas inutile. Tout l'équipage m'aperçut, et le capitaine m'envoya la chaloupe. Quand enfin je fus à bord, les marchands et les matelots me demandèrent avec beaucoup d'empressement par quelle aventure je m'étais retrouvé sur cette île déserte. Après que je leur eus raconté tout ce qui m'était
anciens me dirent qu'ils avaient plusieurs fois entendu parler des géants qui demeuraient dans cette île, qu'on leur avait assuré que c'étaient des anthropophages et qu'ils mangeaient les hommes crus aussi bien que rôtis, ce que je peux confirmer. À l'égard des serpents, ils ajoutèrent qu'il y en avait en abondance dans cette île, qu'ils se cachaient le jour et se montraient la nuit. Après qu'ils m'eurent témoigné qu'ils avaient bien des joies de me voir échapper à tant de périls, comme ils ne doutaient pas que je n'eusse besoin de manger, ils s'empressèrent de me régaler de ce qu'ils avaient de meilleur. Et le capitaine, remarquant que mon habit était tout de lambeaux, eut la générosité de m'en faire donner un des siens. Nous courûmes la mer quelque temps, nous touchâmes à plusieurs îles et nous abordâmes enfin à celle de Salaha, d'où l'on tire le sandal, qui est un bois de grand usage dans la médecine. Nous entrâmes dans le port et nous y mouillâmes. Les marchands commencèrent à faire débarquer leurs marchandises pour les vendre ou les échanger. Pendant ce temps-là, le capitaine m'appela et me dit « Frère, j'ai un dépôt de marchandises qui m'appartenait à un marchand qui a navigué quelque temps sur mon navire. Comme ce marchand est mort, je l'ai fait valoir pour en rendre compte à ses héritiers lorsque j'en rencontrerai un. » Les ballots dont il parlait étaient déjà sur le tillac. Il me les montra en me disant « Voilà les marchandises en question. J'espère que vous voudrez bien vous charger d'en faire commerce, sous la condition droit due à la peine que vous prendrez. » J'y consentis en le remerciant de qu'il me donnait l'occasion de ne pas demeurer oisif. L'écrivain du navire enregistrait tous les ballots avec le nom des marchands à qui ils appartenaient. Comme il demandait au capitaine sous quel nom il voulait qu'ils enregistrât ceux dont il venait me charger, il dit « Écrivez-les sous le nom de Sinbad, le marin. » Je ne pus m'entendre nommer sans émotion, et, envisageant le capitaine, je le reconnus pour celui qui, dans mon second voyage, m'avait abandonné dans l'île où je m'étais endormi au bout d'un ruisseau, et qui avait remis à la voile sans m'attendre ou me faire chercher. Je ne l'avais pas reconnu de prime abord, à cause du changement qui s'était fait de sa personne depuis le temps où je ne l'avais vu. Pour lui, qui me croyait mort, il ne faut pas s'étonner s'il ne me reconnut pas. « Capitaine, lui dis-je, est-ce que le marchand à qui étaient ces ballots s'appelait Sinbad ?»« Oui, me répondit-il, il se nommait de la sorte. Il était de Bagdad, et il s'était embarqué sur mon vaisseau à Balsora, un jour où nous descendîmes dans une île pour faire de l'eau et prendre quelques rafraîchissements. Je ne sais pas par quelle méprise je remis à la voile sans prendre garde qu'il ne s'était pas embarqué avec nous. Nous ne nous en aperçûmes, les marchands et moi, que 4 heures plus tard. Nous avions le vent en poupe et si frais qu'il ne nous fut pas possible de revirer de bord pour aller le reprendre. « Vous le croyez donc mort ?» repris-je. « Assurément, me répondit-il. »« Eh bien, capitaine, lui répondis-je, ouvrez les yeux. Vous connaissez ce Sinbad. C'est moi. » À ces mots, le capitaine s'attacha et me regarda. Après m'avoir dévisagé un long moment, il me reconnut enfin. « Mais oui, effectivement, Dieu soit loué, » s'écria-t-il en m'embrassant. « Je suis ravi que la fortune ait réparé ma faute. Voilà donc vos marchandises, que j'ai toujours pris soin de conserver et de faire valoir dans tous les ports où j'ai abordé. Je vous les rends avec le profit que j'en ai tiré. » Je les pris en témoignant au capitaine toute la reconnaissance que je lui devais. De l'île de Salaha, où nous allâmes à une autre, où je me fournis de clous de girofle, de cannelle et d'autres épices. Quand nous sûmes éloignés, nous vîmes une tortue qui avait 20 coudées en longueur et en largeur. Nous remarquâmes aussi un poisson qui tenait de la vache. J'en vis un autre qui avait la figure et la couleur d'un chameau. Enfin, après une longue navigation, j'arrivai
à Balsora. Et de là, je revins en cette ville qu'est Bagdad, avec tant de richesses que j'en ignore la quantité. J'en donnai encore aux pauvres une partie considérable, et j'ajoutai d'autres grandes terres à celles que j'avais déjà acquises. Sinbad acheva ainsi l'histoire de son 3e voyage. Il va ensuite donner 100 autres sequins à Hindbad en l'invitant au repas du lendemain et au récit du 4e voyage. Hindbad et la compagnie se retirèrent, et le jour suivant, étant revenu, Sinbad prit la parole pour lui conter sa 4e aventure. Et voilà qui clôture ma lecture pour ce soir. J'espère que tu auras bien aimé le début de cette histoire. Je te retrouve dimanche prochain